Je suis Caroline de Blander et dans ce podcast, je partage avec vous ma conviction, celle que les soft skills sont les clés du monde de travail de demain. Je vous invite à plonger dans l'univers des soft skills et à découvrir comment elles peuvent vous aider à progresser, à croître, à vous épanouir et développer votre employabilité. On parle ici d'évolution des métiers, de métiers émergents, mutants, disparaissants, mais aussi de management et de transformation des organisations. Bonjour Karine et bienvenue dans Inspiration Soft Skills. Je suis vraiment ravie de te recevoir ici aujourd'hui. L'objectif de cette rencontre, c'est de parler ensemble de marketing, de recrutement et du métier de dirigeant, un métier que tu connais bien puisque tu formes depuis quelques années maintenant des dirigeants. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus justement sur ton parcours, ce qui t'a amené justement à être cette exploratrice et cette formatrice des métiers de dirigeant? Ok. En tous les cas, un grand merci Caroline de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait vraiment super plaisir d'être ici, de papoter avec toi sur des sujets sur lesquels on est toutes les deux passionnées. Donc, Merci à toi. j'espère que pour les auditeurs, on sera passionnante, hein. On verra ça. Donc moi, c'est Karine. Donc oui, je suis coach de dirigeant. J'ai fondé et je dirige le Dirigeant Confiant. Mhm. Euh, et donc, ça fait quoi, 15 ans que... Non, pardon, ça fait pas 15 ans, ça fait quasi 15 ans. C'est vrai que je suis dans ce métier-ci, mais auparavant, j'ai eu un parcours plutôt d'une quinzaine d'années dans PME et en multinationale, et dont 6 ans au cœur des ressources humaines. Et c'est vraiment à un moment donné, quand j'ai découvert ce monde-là, que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et que je suis passée avant par des tas d'autres métiers, etc. Et donc, à un moment donné, quand on m'a confié la gestion des formations, et puis je suis passée par les compétences, la performance, etc., j'ai recommencé le management RH à l'ICHEC, je me suis dit, mais ah oui, c'est totalement ça que j'ai envie de faire. Et Mhm. donc, c'est vrai que pendant des années, j'ai essayé de chercher, mais c'est quoi le petit truc en plus finalement que moi j'ai, c'est quoi qui me fait vibrer, etc. Et je me suis rendu compte que personnellement, et que quand j'accompagnais au tout début mes clients quand j'ai créé ma société, ben je vivais, tu vois, je vivais ça depuis des années, moi, mais je voyais aussi que en entreprise, il y a souvent pas mal de tensions Mhm. et que c'est pas simple finalement de collaborer, d'être d'être bien tous les jours finalement avec ses collègues ou en tant que manager avec ses collaborateurs, etc. Et donc que moi-même, je vivais des fois mal le fait d'être en équipe et que chez les autres, je voyais finalement également la même chose. Et que je me suis dit, mais il- allez, ailleurs, il y a des choses qui se passent, mais super bien, quoi. Et Mhm. donc, comment est-ce qu'on peut sortir finalement des discours de sourds, des manipulations qu'on peut voir? Et même moi, à un moment donné, sur un grand plateau, eh ben, j'ai à un moment donné j'ai gueulé sur une de mes collègues, etc. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, la tension était tellement forte que je ne savais pas comment faire autre chose et finalement, j'ai complètement explosé et elle aussi. Et donc, mes personnes, là-bas, n'avaient su comment après recoller finalement les morceaux. Et Ouais. donc, euh, et donc j'ai commencé beaucoup à me former, à lire, à me faire coacher. Et là, alors, j'ai réalisé que il y avait des schémas relationnels qui rentraient, qui se formaient, si tu veux. Ouais. Mhm. Et donc, moi, au fur et à mesure, j'ai traduit ça comme des schémas de rapport de force. Il faut Ouais. un bon et un méchant. Il faut un fort, il faut un faible. Il faut un gentil un gentil et un méchant, etc. Donc, un bon et un mauvais, quoi. Et donc, on vit dans un monde binaire. Et c'est ça que j'ai commencé à comprendre, c'est que moi, je fonctionnais de façon binaire, Ouais. mais que plein de gens autour de moi fonctionnaient de manière binaire. Et donc, j'ai commencé finalement à me dire, mais comment on peut communiquer différemment? Et c'est là alors que j'ai commencé à avoir d'autres manières de faire et d'avoir ce contre-intuitif, comme j'appelle. Ce Ouais. qu'on pratique, ce qu'ils pratiquent depuis les années 60-70 à l'école de Palo Alto avec le 180 degrés. Et c'est un truc qui a complètement révolutionné ma vision de la communication, ma vision des choses, etc. Et je me suis sentie, parce que d'abord j'ai pratiqué sur moi, beaucoup Mhm. plus apaisée,
beaucoup plus constructive. J'arrêtais tu sais, d'avoir une charge mentale, mais Mm. XXL, parce que les choses se déliaient fortement, parce que je n'essayais plus d'être celle qui veut gagner, celle qui veut avoir raison. Je lâchais prise là-dessus, Oui. parce que ça ne m'intéressait plus. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, c'était de me dire, OK, mais qu'est-ce que je fais de ce truc-là, quoi? Mais ça Ouais. ne m'appartient pas, si tu veux, c'était pas ma personne à moi qui était impactée, c'était pas ça, c'était un schéma relationnel, donc c'est entre la personne et moi. C'est pas elle qui est mauvaise ou moi qui suis bon ou le contraire. Il y a quelque chose entre nous qu'on doit aller faire différemment Mhm. et les choses peuvent se passer autrement. Ouais. Et donc c'est là que maintenant que j'apprends finalement le management sans rapport de force, depuis finalement le recrutement, Mhm. pendant le cycle de vie du collaborateur et également quand il est venu le temps de se séparer comme l'un comme pour l'autre. Parce que ce que j'ai remarqué régulièrement, c'est que l'un comme l'autre, on a très peur d'en parler, alors que ça fait partie de la vie. Et c'est de se rendre compte que ben, toutes ces tensions, le mot conflit, le conflit, ça fait partie de la vie. Quand Mhm. je vais dans mon dressing et que je me dis, je mets plutôt un t-shirt ou une chemise, je suis en conflit déjà avec moi-même. Et donc, c'est de revoir ce thème du conflit, de se dire, mais ça fait partie de la vie, ce truc. Et Ouais. donc, il n'y a rien de personnel. Hein, on peut mettre les accords Des accords, les accords de Toltec là-dessus, etc. Oui. Mais c'est là-dessus, c'est que ce truc, il est au milieu de nous deux et on va le regarder. Et ça a complètement changé ma vie et c'est ça que j'ai voulu apprendre aux autres et faire adopter aux autres ce management, ce rapport de force. Génial, merci pour cette explication. Et donc, ton parcours aussi, il t'a amené en tant que entrepreneur à former en Belgique, dans la fonction publique, dans le privé, dans les PME. Je pense également maintenant en France aussi. Oui, beaucoup, beaucoup en France, oui. Ouais. Et tu dirais que pour former, tu parlais de du petit truc en plus, on parle souvent aussi du top des soft skills. Ce serait quoi, toi, ton petit truc en plus en tant que formatrice, en tant qu'entrepreneuse? Enfin, qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta flamme? Ce qui me motive, ce que j'adore faire, c'est quand c'est de justement de comprendre les schémas relationnels. C'est de me dire, OK, Mhm, mais comment ça se passe? C'est quoi le, le processus finalement qui fait en sorte que ben, de là, ça découle de ça fait ceci, etc., quoi. Ça, c'est le truc que j'adore faire et mhm, qui me motive énormément. Et parce que dernièrement, c'est ce qu'une équipe m'a demandé. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais tout ce que tu fais? J'aime la complexité. La complexité la complexité n'est pas difficile, je dirais, mais c'est de comprendre ce maillage qui y a derrière pour pouvoir se dire, ah, mais si je tire sur ce fil-là, oui, quel premier fil est-ce qu'on pourrait tirer pour que la pelote de laine puisse commencer à se délier? Et donc, c'est plutôt ça. Mon petit truc en plus, c'est ça. Et je dirais aussi, c'est que quand je suis en intervention, euh, donc je pars d'une base, d'une structure, et puis à un moment donné, des fois, je vois, il m'apporte autre chose, et je dis, c'est ce truc-là, je dois prendre. Et donc, je vais changer mon dispositif, oui. ou que ce soit en individuel ou en présent, aller en groupe, et je me dis, mais je vais plutôt prendre celui-là, plutôt que celui que j'avais choisi à la base, parce que ben, c'est eux qui ont raison. Parce que Mhm, c'est de partir d'eux qui est important et pas partir de moi et de me dire c'est ça qu'il faut. Oui, je sais ce que je dois leur amener au fur et à mesure, mais par contre, ce qui est vraiment super important, c'est de se dire, OK, mais je me rattache à eux parce que c'est comme ça qu'ils vont me suivre au fur et à mesure parce que c'est des choses qui leur parlent directement. oui, mhm, mhm, chouette. Donc, c'est un peu la faculté d'adaptation quand Oui, on... Oui, c'est ça. totalement. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai, allez, oui, c'est quelque chose que j'adore fortement. C'est ça, c'est m'adapter au public que j'ai en face de moi. Et des fois, c'est pas toujours possible, hein, Bien sûr. mais si je peux, c'est vrai que ça va être Faut-il chouette. encore que le public puisse s'exprimer, enfin, l'exprime, parce que C'est parfois, ça. en fonction des publics, peut-être ils ne posent pas directement leurs problématiques ou... Ouais. Mm. Mais ça me fait penser, tu sais, il y a quelque temps d'ici, j'avais accompagné toute une équipe qui devait revoir l'organisation de leur département.
Et donc, on était en grande salle, et donc j'avais prévu tout un dispositif pour toute une journée. Et puis, on va manger sur le temps de midi. Et sur le retour, entre la salle de restaurant et le truc, j'ai une ou deux qui viennent parler, tu sais, on ne comprend pas trop ce qu'on fait. Ah! Je dis, mais ça, c'est super intéressant ce que tu me dis. Et donc, tu vois que au tout début, avant de connaître ce que je connais, je me serais dit, merde, ça ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être pas bien expliqué, et j'ai peut-être pas bien fait les choses. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont peut-être pas expliqué, et tout ça, j'aurais pu avoir les deux côtés. Et là, je me dis, c'est super intéressant ce que tu m'amènes. Ouais. Explique-moi un peu ce que tu ne comprends pas, ce qui t'a pas été. OK. Et puis de ça, alors, je me suis dit, mais en vérité, c'est pas du tout le truc que je dois faire cet après-midi. J'ai été trouver alors le manager de l'équipe. Et je lui ai dit, l'après-midi, on va pas du tout faire ça parce que voilà ce que j'ai eu comme feedback, etc. Quoi. Est-ce que tu es d'accord qu'on change et tout ça? Il Mm. m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Et à la fin de la journée, il y avait la vice-présidente qui est venue pour pouvoir voir, OK, c'était quoi la nouvelle organisation, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place. Mais en vérité, l'après-midi, on a travaillé le fait de dire que c'était pas possible Ouais. d'oser communiquer, Mm. d'oser cette vulnérabilité C'est et ça. d'expliquer finalement, mais on a travaillé en quoi c'est, je me rappelle plus trop, mais on a travaillé en quoi c'était possible, pas possible, etc., quoi, et des choses comme ça. Mais on a fait un bilan, quoi, Mm. finalement. Et Ouais. quand la dame est arrivée, qui l'ont expliqué ça, ils étaient comme pendus à un clou, hein. Mm. Et elle me dit, si elle le prend mal, et ça, bien, on va bosser ce truc-là. OK, si elle le prend mal, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui risque de se passer, etc. Et j'ai travaillé ce truc-là l'après-midi parce qu'il fallait d'abord travailler le relationnel avant de travailler le contenu. Parce Ouais. que si il travaille sur base de la peur et sur le il faut absolument livrer quelque chose, mais ça va pas marcher de toute manière. Et Mm. donc ici, c'est ce qu'on a fait. Et la VP a dit comme ça en soi, je suis très contente. Ils ont tous fait, ah, non, non, verbalement, j'ai vu, C'est ça. mais Relâchement. parce qu'il me semblait bien aussi que ce n'était pas possible. Mm. Mm. Et donc Ouais. voilà quoi. Et donc ça a été, osons finalement dire les choses. Naturellement, ben, il faut se préparer à ce que la personne le reçoive mal. Mais quand je sais faire ça également, Mm. moi j'aime dire, j'apprends aux gens à être confortables dans l'inconfort. Même si ça se passe mal, Ouais. je serai toujours ancrée, je serai toujours OK, quoi. Chouette. Ouais. C'est pas toujours facile, hein, parce que moi aussi, je le vis dans mon entreprise où j'ai des conversations qui sont pas faciles Bien du tout, sûr. Ouais. où je me dis, le matin ou un quart d'heure avant, je suis pas, c'est challengeant. Ouais. Il y a une appréhension. Ouais. Il restera toujours ça. Et des fois pas, mais par contre, je sais maintenant que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dedans, quoi, et de délier de ce truc-là parce que j'en ai marre de me sentir pas bien. Et donc, j'ai pas envie de gagner sur l'autre parce que de toute façon, après, à un moment donné, le rapport de force peut changer et il peut être de l'autre côté, etc. Et que de toute manière, c'est pas sain sur du long terme. Mm. Mm. Alors, c'est pas pour ça que je tombe dans le monde de bisounours, absolument pas. À un Ouais. moment donné, on est là, en tant que dirigeant et manager, à prendre des décisions qui sont pas faciles non plus, de les communiquer. Mais par contre, si je suis OK avec ça, par rapport à la structure que j'ai, par rapport à l'environnement que j'ai, eh ben voilà, je le vivrai déjà mieux. Et que si je peux déjà en discuter avec la personne, de voir ce qui est possible de faire. Si la personne n'est pas open, c'est pas le moment, etc., je peux peut-être postposer ça, mais si à un moment donné n'est pas du tout possible, ben, reviens vers moi quand ce sera possible. Mm. Ouais. Mais je ne vais pas essayer de tout faire pour que ça fonctionne. Il y en a Ouais. certains comme ça qui me disent, oui, il faut que ça marche. Non, ça, je ne peux pas te promettre que ça marche. Par contre, je peux te promettre que ça s'apaise, Ouais. Et qu'on qu'on mette trouve tout en quelque chose, œuvre. qu'on trouve une voie. Mais peut-être que c'est une voie que tu n'as jamais envisagée. Et c'est peut-être celle-là qu'il faut prendre. Ouais. Et ça demande beaucoup de confiance en soi et d'estime Ah, de ça, j'ai soi, j'ai bossé, ça. l'impression. Ah oui, parce que j'allais dire, alors c'est un constat que je peux faire, en tout cas dans moi, l'expérience que j'ai des relations avec les managers locaux, mais il y en a quand même pas mal qui ont cet enjeu d'estime de soi, de confiance en soi pour pouvoir monter en leadership. Totalement. Et ça, c'est quelque chose que tu travailles aussi ou Oui. que tu invites à travailler d'une certaine manière? Alors, c'est quand tu commences à déconstruire la manière dont tu communiques pour construire une autre manière de communiquer, tu travailles de toute façon sur toi.
Et Mm. ça, c'est quelque chose, si tu veux, moi, j'ai un objectif avoué avec les personnes que j'accompagne, puis j'ai un Mm. objectif non avoué. Oui. Et donc l'objectif avoué, comment tu le formules et l'objectif non Et par avoué, exemple, c'est comment de est-ce que pouvoir ça se... être, je sais pas moi, être capable de mener, allez, c'est un objectif allez, hyper opérationnel. Mm. C'est-à-dire que je suis capable, par exemple, de mener des réunions où on sort avec des décisions et les décisions, on arrive à les suivre. Et ça. C'est hyper opérationnel. Oui. Ou De par façon exemple, je si suis capable de formuler un feedback efficace, par exemple. voilà, c'est ça pourrait être ça. Mhm. C'est hyper opérationnel. Donc, la personne, elle va te le prendre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit cliente de ce que tu amènes, de ce que tu veux lui faire travailler. Et je travaille beaucoup ça également. J'amène les dirigeants également à faire ça avec leur équipe. Je dis, n'essaye pas de faire un truc sur nous allons travailler le fait d'être chacun, je sais pas moi, empathique ou assertif, Mhm. etc., quoi. Alors, ceux qui sont open pour tout ce qui est allez, développement personnel, tout ça, ils vont prendre, mais les autres disent Mhm. moi, j'ai du boulot, quoi. Hein. Et alors, par contre, c'est de se dire ok, mais là, alors, est-ce que tout le monde serait partant pour pouvoir travailler le fait de s'organiser mieux, par exemple, pour le boulot de tous les jours? J'en sais rien, tu vois. Mais il y a un truc opérationnel où tout le monde ah oui, ça, ce serait intéressant parce que là, j'ai quelque chose à y gagner. Mais en vérité, comme tout est communication. Mais on va travailler certains plans de la communication, on va travailler certaines relations à soi-même par rapport à des choses que je prends personnellement, etc. Mhm. Et donc, on aborde ça, et puis à un moment donné, ça va dire, mais en vérité, quand tu lui réponds ça, c'est quoi finalement chez toi qui t'a choqué, qui t'a blessé, etc. quoi. Et là, je vais travailler l'estime de soi. Ouais. Je vais travailler la confiance en soi, ça, parce que j'ai été blessée, parce qu'on a remis en cause, par exemple, je sais pas, ma légitimité. Ah, ok. Ah, c'est super. Moi, c'est beaucoup mon truc. Ah, c'est super intéressant. Et de dire, et de pouvoir creuser. Et j'ai plein de dirigeants, et surtout de dirigeantes, moi, que j'accompagne. Et elle me dit, Karine, je ne me rendais pas compte, hein, mais on a fait quand même pas mal de développement personnel. C'est étonnant, hein, je lui fais quand même. Hein. Et donc Ouais. voilà quoi. Et donc ça, c'est sûr que c'est ça, mais ça va pas être pris de manière frontale euh, parce que c'est le but, c'est que on améliore une situation concrète. Ouais, ouais, bien sûr. Et au fur et à mesure, ben, tu changes tu changes la manière de faire. Et puis, cette manière de faire-là, ben, tu le pratiques partout. Mhm, mhm. Ouais. Ben, on a déjà déroulé un petit peu les choses, mais tu parlais du petit truc en plus. Moi, j'aurais quand même complété quelque chose par un petit truc en plus. C'est que je t'ai vu en formation, j'ai vécu une formation avec toi et t'es une véritable boule d'énergie tout au long de la journée de formation. Et ça, c'est aussi quelque chose ça produit une forme d'émulation dans le groupe D'accord. qui invite à parler aussi, je pense, à libérer la parole. En tout cas, moi, tel que je l'ai vécu dans le contexte qui était le nôtre. Donc, bah, je voulais quand même compléter ça parce que tu ne le dis pas, mais tu amènes vraiment cette énergie auprès de ton public et c'est quelque chose qui, pour moi, bah, c'est pas forcément visible chez tous les formateurs. Donc, voilà, je tenais à le souligner. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour le compliment. Et idem, tu vois, par exemple, ceci, c'est avant, je n'aurais pas accepté, tu vois, quasi le compliment. Et Mhm. ici, je le reçois vraiment comme un cadeau. Je me dis, et je me remplis de ça, si tu veux. Ben, en tout cas, chouette, et je suis ravie de t'avoir apporté ce petit remplissement supplémentaire. Hein. Mais en tout cas, tu as aussi dit, ce qui est intéressant, c'est que dans le coaching de dirigeants que tu as développé, tu suis tout le cycle de vie finalement, depuis le recrutement, tu le disais, jusqu'au cycle de vie du collaborateur, etc. Et autant de se séparer. Et donc, tu as notamment une partie de ton accompagnement qui traite de ce qu'on appelle enfin, le marketing RH, la toute première étape finalement quand on veut recruter le candidat, quand on veut chercher le candidat idéal. Et par rapport à ça, ben, il y a pas mal d'enjeux. On constate que ben, déjà, il y a un retournement un peu de situation. À une époque, finalement, on était en tant qu'entreprise et on n'avait qu'à publier une offre d'emploi. On avait 100 personnes qui se bataillaient pour le poste. À l'heure actuelle, il y a une démarche qui est quand même renversée à ce niveau-là. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat?
de renversement, en tout cas, de la situation et de changement, en tout cas, du rapport de force en offre d'emploi. Oui, totalement. Oui. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le shopping a changé de camp. Avant, c'était les employeurs qui faisaient leur shopping. C'est ça. Maintenant, ce sont les collaborateurs qui font, les candidats qui font leur shopping. Et donc ici, c'est te dire, OK, il va falloir changer la manière de faire parce qu'avant, c'était, et non, pas que avant, je vois encore beaucoup trop moi d'annonces où c'est nous, 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 et c'est quasi, voilà vos défis, voilà qui nous sommes. D'abord, on présente qui nous sommes, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de nous quand même. Il y a, voilà, les exigences quasi. Oui, mais tu donnes envie comment, quoi, à la Mm. personne. Et donc, oui, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que on n'est pas dans une pénurie, je dirais, mais en tous les cas, on est dans un changement de relationnel. C'est-à-dire que ce n'est plus je dois quasi quémander pour avoir un job et tout ça, être engagé. Non, c'est ayons plus une discussion, quoi, et voyons si le matching peut se faire. Et Ouais. donc, pour moi, on est plus dans cette ère-là. Beaucoup d'entreprises et beaucoup de cabinets de recrutement ne l'ont pas encore compris, et pourtant, ça marche nettement mieux quand c'est comme ça. Ouais. Et justement, parmi les cailloux, je vais dire, dans la chaussure de beaucoup de managers ou de dirigeants, c'est justement comment on aborde ce changement finalement. Donc, tu le dis à la fois, c'est de parler des exigences plutôt que de donner envie, mais c'est aussi de pouvoir ne serait-ce que répondre à des questions en entretien parfois de recrutement oral où on voit que certains managers, certains chefs d'équipe, quand ils participent à l'entretien de recrutement, ils sont parfois déstabilisés par les questions. Donc, tout ce processus-là est quelque chose, en tout cas moi dans le secteur dans lequel j'évolue, qui est un peu difficile à appréhender. Tu dirais qu'il faut commencer par quoi pour enfin, se former aussi parce que moi, le management dont je parle, il n'est pas formé au recrutement. Donc, comment on peut amener à monter en compétence sur ces éléments-là et à se sentir mieux en tant que manager ou dirigeant pour pouvoir, je vais dire, appréhender ces enjeux différemment? Tu sais que dans l'accompagnement que je fais avec les dirigeants, le recrutement, c'est la dernière chose qu'on aborde. Ah ouais. Pourquoi? Parce que quand tu te connais mieux toi-même, tu connais ton charisme à toi, et donc, c'est-à-dire que c'est avec quel type de personne également est-ce que le matching va mieux se faire? Mhm. Ça va? C'est ça, quoi, de se connaître et tout, et de savoir, euh, voilà, et tu vas en sortir tes valeurs également, parce que, vraiment pas quand on est dans une administration, où là, où on est drivé également par les valeurs de l'administration, dans des plus grandes sociétés, mais quand on regarde son équipe, mais son équipe, elle est quand même influencée par ses valeurs à soi, quoi. Ouais, ouais, Et donc, quand on se connaît mieux dans sa manière de fonctionner, je sais plus mettre ce qui est important pour moi. ouais. Ce qui est important pour moi, par exemple, c'est l'équité. Même si l'organisation en parle de ça, oui, mais chez moi, c'est vraiment important. Chez moi, par exemple, c'est allez, c'est l'esprit d'équipe. Peut-être que dans l'organisation, l'esprit d'équipe n'est pas valorisé, si tu veux, parce Mhm. que c'est plutôt être, je ne sais pas moi, c'est le service aux citoyens, par exemple. Tu vois, ça va Mhm. être ça. Ouais, Mais par contre, chez moi, quand tu fais partie de mon équipe, l'esprit d'équipe, c'est tellement important. Donc, idem, je dois cocher ça. Et donc, je dois pouvoir voir des gens est-ce qui sont dans cette même énergie que moi. ouais. Ou en tous les cas, est-ce que c'est des énergies qui peuvent se comprendre, qui ont intérêt à travailler ensemble parce qu'il va m'apporter ce que moi je n'ai pas. Et je suis OK qu'il m'apporte ce que je n'ai pas. Et Mhm. donc, ça, on vient sur du leadership alors là. Parce que le Ouais. leadership, ce n'est pas un truc que j'ai du matin au soir, etc. Le leadership, c'est quelque chose qui est partagé, et tout ça, et qui est bien vécu, quoi, si tu veux, parce que ça bouge, etc. Par contre, chacun connaît sa place dans l'équipe. Mhm. Chacun connaît ses prérogatives, ses responsabilités, ça. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui bouge. Bon, je referme ça. Et donc, c'est la dernière chose que je vois, parce que aussi, c'est quand tu as déconstruit la manière dont tu communiques. Pourquoi? Parce que nous, à la maison, à l'école, dans toutes les activités extrascolaires, ça, on ne voit que la même chose, on ne voit que ce rapport de force-là. Mhm. Bon, je parle, tu te tais. Moi, je sais, toi, tu dois te taire, etc., quoi. Les nouvelles écoles où on apprend, je dirais, à avoir des discussions contradictoires et tout ça, il y a des profs qui le font,
il y a une partie des profs qui ne sont pas là, et donc ça change la donne également. Je ne veux pas du tout aller le discuter, enseignement, etc. Mais en tous les cas, c'est pourquoi? Parce que ben, on a vécu ça, on vit ça dans les familles également, on vit ça un peu partout, etc. Ou même quand on voit, je veux dire, à la télévision et tout ça, les programmes des fois qu'on propose ça, on est toujours dans ce même rapport de force-là, parce que les gens pensent aussi que ben, il n'y a que comme ça qu'on peut communiquer, alors qu'il y a une autre voie qui n'est Mm. pas la voie du bisounours, mais la voie de beaucoup plus être euh, aller en paix avec soi-même et en paix avec les autres, quoi, et se dire, ben, c'est pas un problème en soi. Bon, je digresse un peu, je reviens au truc, et donc, ici, quand tu déconstruis ta manière de communiquer, que tu construis autre chose, ben alors tu sauras poser des autres questions. Tu seras en relation différemment avec tes candidats, et on va être beaucoup plus dans une discussion. Mhm. Moi, c'est souvent le feedback que je reçois de mes candidats. Ils me disent, eh ben, ça change par rapport aux entretiens que j'ai eus auparavant. Et chaque fois, je dis, mais qu'est-ce qui change? Mais ici, c'est vraiment une discussion que des fois, j'ai l'impression qu'on doit donner une bonne Ouais. réponse Mhm. devant un jury, etc., quoi. Et que, euh, et que je vais être jugée, tout ça, sur le mot que je vais dire, la manière dont je vais présenter. Et ici, vous essayez vraiment de chercher qui me dit à savoir, OK, mais c'est plutôt ceci, c'est plutôt ça, j'essaie de comprendre, etc. Et donc, ça change pour toi. Donc, quand tu as fait ça, eh ben, tu as déjà deux pièces, mais qui sont énormes pour pouvoir réussir tes recrutements. Ouais, ouais, ouais. C'est rigolo ce que tu dis avec le candidat qui dit qu'il est véritablement dans une discussion parce que j'ai eu le feedback ou en tout cas un retour auquel je ne m'attendais pas. Enfin, c'est des bruits de couloir, mais en tout cas, le manager s'est fait confiance dans les questions qu'il a posées et a mené une véritable discussion. Et le retour du candidat a été de dire que c'était bizarre parce que pour lui, justement, il s'attendait à être dans le côté bonne réponse. Donc, c'est rigolo C'est ça. aussi de voir que bah, les candidats peuvent avoir soit une analyse en fonction de leur personnalité qui est OK parce que c'est ce qu'ils recherchent d'avoir cette discussion et c'est peut-être plus les nouvelles générations. Là, je pose une hypothèse, mais en tout cas en phase avec les attentes des nouvelles générations, qu'il y en a d'autres qui s'attendent justement à ce côté je dois fournir une bonne réponse et enfin, finalement, je me taille un costume au moment du recrutement pour pouvoir être employable. Donc c'est perturbant aussi, je pense, de part et d'autre. Enfin, voilà, Totalement. c'est... Totalement. C'est perturbant même pour celui qui m'a dit ça, hein, parce que oui, parce que ça sort du cadre dans lequel on l'a formé pour pouvoir répondre à des questions. Ouais. Et Mhm. donc, j'en ai certains qui m'ont déjà dit, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais j'essaie à mieux comprendre. Moi, je dis toujours, vous êtes une boule à facettes. Il y a des parties ombres et des parties lumière. C'est pour ça qu'elle brille comme ça, etc., quoi. Et que quand, en recrutement, vous allez me présenter que les parties brillantes, Brillante. etc. Mais quand vous allez rentrer dans l'entreprise, vous allez prendre votre boule à facettes sous le bras et puis vous allez rentrer. Et là-bas, ça va tourner, hein, je fais. Et donc, il vaut mieux se préparer parce que au mieux, ils savent euh, à quoi s'attendre, au mieux, votre onboarding va être vécu différemment et on va savoir sur quoi on doit être vigilant, par exemple, sur quoi on doit vous accompagner, sur quoi est-ce que Mhm. ça c'est plutôt OK, etc. On a déjà des pistes et Ouais. ça va faciliter énormément. Et alors, j'ai des gens qui sont là en face comme ça, quoi. Parce Mhm. qu'ils se disent, ils dodelinent de la tête positivement, quoi. Parce Mhm. qu'ils se disent, ben oui, ce serait quand même mieux, quoi. Ouais. Parce que quand on s'est rendu compte, parce que c'est souvent ce que j'entends du côté des candidats, oui, on m'a vendu quelque chose qui n'existait pas, mais les dirigeants, moi, que j'accompagne, me disent, ils me vendent des choses qui n'existent pas non plus. Et Mhm. donc, c'est des deux côtés. Donc, il n'y a pas à être, à balancer tout, naturellement, mais en tous les cas, de pouvoir dire, voilà, j'ai fait recruter quelqu'un qui va faire tout le développement commercial en France. Et je lui dis à un moment donné, et donc j'ai des conversations difficiles également avec, parce que des fois, je perçois un truc, je dis, j'ai l'impression quand même que vous avez bossé ça, mais que vous êtes quand même quelqu'un qui est assez sanguin. Il m'a regardé, ouais, qui me dit, j'ai travaillé ce truc-là. Ça se sent toujours. Je l'ai dit au client, je dis, voilà, c'est quand même c'est un sanguin éduqué. Donc, Ah il a oui, travaillé ce filtré. truc-là. Oui. Et, euh, et il me dit, ça ne me dérange pas. Mhm.
Et donc voilà, parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles, mais autant le savoir, parce qu'à un moment donné, si je ne fais pas attention à ces signaux faibles-là, je peux amener peut-être la personne à avoir ce type de comportement-là, que si je le sais, et je me dis, OK, je sais qu'à un moment donné, ben, il va peut-être falloir prendre du recul, et ce sera quoi, pour ne pas faire monter la pression, parce que cette personne-là, c'est comme ça qu'elle réagit au stress, etc. Et si je sais ça, ben moi, je peux également m'adapter. C'est lui peut-être saura en face Mm. que quand il, par exemple, il est hors en colère et tout ça, moi, je me replie, etc. Si l'autre sait ça aussi, il y a des choses qui peuvent se passer différemment. Oui. Mhm. Et on est de toute façon dans de l'itération. De toute façon, il y aura des tensions, des choses comme ça. Le plus important, je trouve, c'est toujours de savoir revenir à la table et de savoir en discuter. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles à la fois du côté, entre guillemets, ce qu'on appelle management personnalisé, parce que enfin, chacun à la fois découvre ses modes de fonctionnement, s'adapte aux autres, et que tu le mets en pratique au travers de situations vécues et de ce que tu dis, l'itération, l'apprentissage, et de se dire finalement aussi que ben, la relation avec les collaborateurs ou avec autrui dans l'organisation ou ailleurs, bah, finalement, c'est des échecs, mais c'est un processus d'apprentissage qui fait qu'on s'améliore et qu'on peut peut-être être plus vaillant dans les prochains conflits. Enfin, C'est ça. j'y mets des guillemets parce que finalement, c'est la relation. Hein. Mais c'est surtout d'être gentil vis-à-vis de soi-même. Oui, ça. Tu sais, on valorise comme ça ces perfections, quoi. Le Hmm. manager ne devrait avoir aucun défaut. Ah ben non, je suis désolée, le manager, c'est aussi une personne humaine, quoi. C'est ça. Et je pense pour rebondir que dans les drivers, je pense de l'analyse transactionnelle, il me semble avoir lu quelque part que le driver le plus important, enfin les deux drivers les plus importants, me semble-t-il, des managers, c'était soit fort et soit parfait. D'accord, ok. Il Ça, me je ne semble saurais pas avoir te lu dire. ça. Moi, j'utilise des fois, on fait ça quand on fait allez, quand je les accompagne, qu'on se voit en présentiel tous les trimestres. Euh, eh ben, ça, des fois, ils en ont plusieurs et tout, quoi. Hmm. Oui. Je ne saurais Ouais. pas te dire ici s'il y en avait plus un que l'autre. Mais je ne saurais plus te dire parce que je ne les connais pas par cœur, à vrai dire, les drivers. Donc voilà. Ouais, ouais, Ben, il y a le soit fort, le soit parfait, le fait des efforts, le fait plaisir et il m'en manque un. Le dépêche-toi. ouais. Bon, enfin. Mais il me semblait Ouais. avoir lu ça quelque part, D'accord, en tout ok. cas. Euh, Donc, si je reviens au recrutement, oui, donc j'allais dire, c'est vrai oui. que moi, c'était c'est la dernière chose que je vois parce que Mhm. je veux d'abord faire émerger Une la connaissance de soi, personnalité. c'est ça. Ils assument le management qu'ils ont, quoi. C'est ça aussi. Ouais. Tu as un management comme ça. Et c'est OK aussi. Tu vas trouver des gens qui cherchent un management comme ça. Et c'est OK. Il y a possibilité. Il n'y a pas un one best way d'être le manager. Et Mhm. donc, j'ai oublié ta question de Ah base. bah, donc la question de base, c'était l'idée que le caillou dans la chaussure du manager, c'était de recruter, donc de voir un petit peu comment lui pouvait enfin monter en compétence, notamment sur cette question du recrutement et de se marketer, entre guillemets, c'est-à-dire de mieux s'adresser aux candidats et là derrière, pour moi, ce qui se cache quand tu dis, c'est aussi de la prise de décision. Parce que tu le mentionnes tu le mentionnais tout à l'heure, il y a le fait de connaître ses valeurs, de se faire confiance et de connaître son leadership et de se faire confiance sur sa manière de fonctionner. Mais il y a également des enjeux de comment je me vends sans trop se survendre. Puisque tu disais, il faut pas non plus mentir. Donc, c'est un peu par quel bout, même si tu dis que le recrutement est en dernier, par quel bout on peut prendre les choses pour finalement essayer de gérer ce caillou dans la chaussure des managers à l'heure actuelle. D'accord, OK. Moi, je dirais d'abord d'un prime abord, c'est réintéressons-nous aux candidats. Dans le Mhm. sens où il y a on a une image, des fois, des candidats, de notre public cible. Par Mhm. exemple, si je parle en CPS des assistants sociaux, mais peut-être que l'idée que l'on a, nous, parce qu'on est sortis depuis 15-20 ans de l'école, etc., euh, ben, on a une idée préconçue finalement de ces candidats qui sortent. C'est ça. Et Ouais. si on réinvestissait finalement le fait d'aller à leur rencontre et de se demander, mais qu'est-ce qu'ils attendent maintenant de leur job?
c'est quoi et donc on appelle ça la carte d'empathie. Oui. C'est se mettre dans leurs chaussures et de dire, OK, mais ils cherchent quoi? C'est quoi ce qui est important pour eux, etc. Et on va faire le matching avec ce qu'on propose. Mm. Et là, je vais attirer ceux qui, en vérité, cherchent, mais des fois n'ont pas conscience qu'ils cherchent ça, cherchent certaines choses dans un job, et moi, je vais leur verbaliser, leur dire, est-ce que c'est pas ça que tu cherches au Mm. plus profond de toi-même? Oui, parce que tout le monde cherche enfin non, pas tout le monde. Certaines personnes cherchent, par exemple, de la sécurité d'emploi, Oui. ils cherchent Du un sens. salaire, ils cherchent... D'abord, on cherche un salaire, Oui. puisque la base même, il faut De toujours la revenir à pyramide. ça. Pardon? De la pyramide de Maslow, je suppose. Euh, je ne voulais pas arriver sur la pyramide, mais D'accord. ce que tout le monde cherche, enfin non, la base de tout, c'est quoi? C'est que c'est un travail contre un salaire. Il faut revenir à la base du contrat. C'est ça le Mhm. contrat. C'est que tu fournis un travail, en échange, je te donne un troc. Parce que beaucoup de gens, s'ils devaient faire un travail, ils feraient peut-être autre chose. Peut-être avec les mêmes valeurs, mais ils feraient Mm. autre chose. Et donc ici, on revient à ça. Donc, à part, je dirais, un salaire pour pouvoir avoir le mode de vie qu'ils ont envie d'avoir, subvenir à leurs besoins, etc. Oui, et là, j'arrive sur la pyramide de Maslow, oui. Euh, mais, et après, mais qu'est-ce qu'ils cherchent, quoi, finalement? Et c'est là-dessus, parce que ce qu'ils cherchent, je le propose. Je ne Ouais. vais pas le proposer à tout le monde parce que tout le monde ne cherche pas. Et donc, si je ratisse trop large, mais je vais avoir plein de gens, mais qui ne vont pas des fois s'accrocher vraiment à ce que l'organisation propose. Mm. Si on parle de la fonction publique, ils cherchent sûrement bien d'autres choses que de la sécurité. Ils cherchent d'autres choses et tout quoi. Et qu'un département va peut-être proposer qu'un autre département ne va peut-être pas proposer. Et Ouais. donc, c'est ça. Je vais peut-être me sentir très bien, je sais pas moi, au ministère des Finances, que je me sentirais très, très mal, je sais pas moi, au commerce extérieur, par Ouais, bien exemple, sûr. parce Mhm. que les dynamiques sont peut-être différentes de toute manière. Et donc c'est ça, c'est de choisir également vers qu'est-ce qui porte. Et alors là, c'est d'arriver à le verbaliser Ouais. pour déjà attirer ce genre de personnes-là et avoir des candidatures que peut-être on n'a jamais eues auparavant. Mhm. Ouais, c'est intéressant cet outil de carte d'empathie et c'est un véritable changement de paradigme, je pense, par Oui, rapport à, en tout cas, la manière dont j'observe qu'on peut procéder parce que souvent, quand on doit recruter, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le meilleur assistant social, voire les meilleurs assistants sociaux qu'on a eu dans son organisation. On fait le match de tout ça et ça devient l'espèce de pieuvre mouton à cinq pattes sur lequel on fait l'offre d'emploi. Donc pour moi, c'est un véritable changement de paradigme et c'est intéressant qu'on puisse justement rebasculer de cette manière-là compte tenu des changements de rapport de force. En tout cas, je pense exact. que... Si tu veux, ce qui est important dans la carte d'empathie, c'est de savoir ce que je veux analyser. C'est vraiment ça le cœur de la chose, c'est qu'est-ce que je veux analyser. Est-ce que je veux Mm. analyser mon secteur? Est-ce que je veux analyser ceux qui sortent de l'école? Sur quoi est-ce que j'ai envie de porter mon regard? Ouais. Et puis alors, je vais savoir faire la distinction entre ce que je suppose, ce que je me Mm. suis créé un peu comme truc parce que l'un ou l'autre l'a dit, tout ça, c'est absolument pas scientifique. J'ai trois Ouais. personnes qui me l'ont dit, oui, tu vois, ils sont tous comme ça. Non, non, c'est... Et alors, donc, moi, j'ai deux catégories. Est-ce que tu es sûr ou est-ce que tu supposes? Là, je suppose. OK, mais alors, si tu supposes, tu vas aller voir vérifier et donc aller parler avec eux, etc. Et donc, tu peux déjà mettre des choses compléter ta carte d'empathie. Et puis alors après, c'est d'aller au contact des personnes Ouais. pour pouvoir sortir avec un persona, quoi, Mm, finalement, mm, mm, mm. avec des tendances et de se dire, OK, mais ça c'est ce que les gens cherchent. Ah, mais ça fait vraiment un lien avec nous, quoi, par exemple. Ouais. Et ça amène aussi, je le disais dans ma question, mais de manière enfin, détournée ou du moins pas directe, mais à la prise de décision et à ce que le dirigeant, le manager, puisse véritablement dire ce qui est important pour lui. Quand tu dis ce que je veux analyser, c'est vraiment dire qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes priorités, etc. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très difficile. Enfin, c'est un ressenti hein, là que je te livre mais qui est aussi un caillou dans la chaussure, c'est vraiment de se dire, OK, maintenant je choisis, c'est ça que je veux,
et c'est de laisser le reste un peu de côté. Et ça, je pense que c'est aussi une difficulté qui doit pouvoir être abordée. Je ne sais pas si tu Oui, tout à partages. fait. Oui, ça c'est vrai que le mouton à cinq pattes, tout le monde aimerait bien parce que tout manager aimerait bien ne pas avoir de problème avec un collaborateur. Donc, Oui. plus il se prend, plus il a de compétences, etc., plus il est caméléon et tout ça, mieux c'est Mm, et tout. Mais c'est pas. Oui, c'est vrai qu'il faut faire un choix sur ce qu'on demande. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on demande à la fin du briefing, parce qu'on a un briefing de 2 heures avec le client pour mm, creuser vraiment avec lui. C'est quoi son entreprise, quoi, au-delà mm, de ce qu'on peut dire, etc., d'aller en profondeur. On leur demande s'il n'y avait que 3 choses que le candidat devait avoir. mm. S'il ne les a pas, il est d'office exclu. C'est quoi ces 3 choses-là? Eh bien, c'est pas simple. Non, j'allais dire, répondre à la question qu'est-ce qui est indispensable Ouais, c'est ça. quand on recrute, je pense que c'est un gros enjeu. Euh, Et se limiter à 3. Et de se oui. dire, OK, c'est quoi les 3 choses, quoi? Et là, tu dois. Des fois, ça sort tout seul. Et puis, alors, après, quand on recrute, oui, mais il n'a pas ceci, il n'a pas cela. C'est marrant, ça, tu ne me parles plus des 3 choses indispensables. Et c'est Mm. toujours, quand tu as mis des critères au début, ils doivent te suivre tout au long. Parce que Ouais. sinon, c'est comme ça qu'on se gourre. On met Oui, des parce que critères au là, début. on se laisse influencer, je suppose, par les biais. C'est aussi une manière de détourner, enfin, de faire en sorte de ne pas se faire influencer par les biais C'est ça. cognitifs, Oui, j'imagine. c'est ça. Oui, oui. Oui. Et toutes les interprétations que tu peux avoir et toutes les peurs aussi. Parce que quand on recrute, on a peur de faire un mauvais casting. Mm. Ça, Et donc, c'est ça aussi que nous, on fait, c'est qu'on est à côté des personnes qui recrutent. Mm. Parce qu'il y aura toujours des peurs, il y a toujours des trucs. Et alors, des fois, alors, on oublie ces critères parce qu'on se focus sur nos peurs. Et oui, mais tu sais, la fois dernière, là, avec la précédente, ça s'est pas bien passé là-dessus, nanani, nanana. Et donc, on change complètement de chemin. Oui, mais alors, Mm. tous ceux qui postulent, ils sont pas bons. Mais c'est normal, on a dévié du chemin, on a pris une autre bifurcation. Ah ben oui, mais ça va être compliqué alors de faire matcher les personnes qui postulent avec si tu me changes ta grille de lecture, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et justement, si on se laisse un peu avoir par cette peur, toi, tu dirais que c'est quoi les conséquences, d'une certaine manière, d'un recrutement raté? Enfin, donc, on a compris enfin, je vais dire les indicateurs ou les déclencheurs qui allaient pouvoir conduire à ce recrutement raté, mais ce serait quoi les conséquences pour toi? Mais ça, ici, c'est d'avoir ben, pas mal de candidats où on se dit, oui, allez, pourquoi est-ce qu'ils postulent, etc. Quoi, ils n'ont rien compris à l'annonce. Mm, Tu vois, c'est un peu ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail, hein, mm. Ouais. et donc, et que finalement, ben, on reste dans cette croyance d'une mauvaise perception du marché. Donc ça, c'est Mm, un. Et puis, ben, on fait tout le temps les mêmes erreurs. On n'apprend pas. mm. Ouais. Et donc, c'est ça aussi pour moi la conséquence, une grosse conséquence, mais ça coûte très, très cher. Ouais. Euh, Et bah, justement, je fais juste une petite parenthèse, mais dans ce coût, toi, tu mesurerais comment le coût d'un recrutement raté? Parce qu'on entend plein de choses, enfin plein d'indicateurs de performance là derrière. Pour toi, on mesure à quoi? un mauvais recrutement, ben, c'est quelqu'un qui ne reste pas ou qui est licencié rapidement, Oui, ou du moins qui ne donne pas satisfaction. Parce que ce qui se passe des fois, c'est qu'on laisse pourrir la situation. oui, c'est ça. Je me rappelle bien d'une cliente qu'on a accompagnée. On a accompagné pendant 1 an et demi. Parce qu'elle avait plusieurs recrutements à faire. Et puis de toute façon, on est dans de l'itération. Nous, on a 2 heures, on le comprend quand même assez bien. Mais ça nous arrive aussi où le candidat sélectionné, ça ne va pas. OK. Et là, on fait un débriefing. Mm, OK. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on doit faire différemment et tout ça? Parce qu'on fait vraiment on tire des leçons de ça pour pouvoir après faire attention et de se dire, OK, là-dessus, par contre, on doit peut-être changer telle question, on doit peut-être assesser là-dessus, ou peut-être, tu vois, mm. on commence à changer certaines choses, Ouais, ou de dire, mais finalement, c'est peut-être pas ça qui est important, peut-être que c'est ça, parce que le dirigeant peut-être s'imagine aussi que pour lui, ça c'est important, etc. Ce qui, dans ses valeurs et tout, mais nous, quand on vit avec lui et quand on voit le recrutement, on se dit, mais
Mais finalement, ça, il ne nous avait jamais dit, on ne l'avait pas perçu parce qu'on ne peut pas tout percevoir directement. C'est au fur et à mesure que la relation Ouais, se s'installe et qu'on construit. rentre dans de plus en plus de discussions et des discussions totalement ouvertes, qu'on commence à percevoir beaucoup mieux. Ouais. Donc, c'est ça. Le coût pour moi, c'est enfin, le coût d'un mauvais recrutement. Mais tu parles du coût financier indirect, Et c'est justement, comment, enfin, donc parce que justement, il y en a qui le mesurent avec du côté financier. Ça me paraît être la chose la plus directe avec laquelle la plupart des gens mesurent le coût. Mais est-ce qu'il y a, quelles sont un peu la vision grand angle de ces coûts d'un OK. recrutement raté? Donc, il y a déjà, il y a tout le temps de formation que tu lui donnes. Hmm. Donc là, son salaire est payé pendant qu'elle est formée, le salaire de l'autre personne est payé pendant qu'elle est formée, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de livrable au niveau de la finalité du département qui est livré. Donc Oui. ça, c'est des coûts. Il y a également le fait des erreurs qu'il va Hmm. falloir rattraper par quelqu'un d'autre, la mauvaise réputation que ça peut donner à l'extérieur du service également. Donc ça, ce sont toutes des choses également qui viennent. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Donc, on a le temps de formation, tout ce qui est erreur, mauvaise réputation. Puis, bon, tu as naturellement tout ce qui est direct, mais c'est principalement ceux-là que je dirais en coût indirect. En coût Ouais. indirect, ça va être ça. Et puis aussi, c'est le moral de l'équipe. J'allais dire, oui, au niveau de Le moral l'équipe, de l'équipe j'imagine. Mhm. quand la personne s'en va ou se fait licencier ou qu'elle part, etc. C'est super compliqué pour les gens de se Ouais. dire, attends, j'ai fait tout ça pour ça, quoi. Hmm. Et donc après, pour se réinvestir pour une nouvelle personne, ça va être compliqué. Oui, Ouais. mais de toute façon, tu vas, et peut-être qu'on va dire, de toute façon, la personne, dans 6 mois, tu n'es plus là, quoi. Et donc voilà, ça, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on peut rentrer. Et puis même à l'extérieur, alors, de toute façon, quand tu vois engagé dans cette société-là, tu as vu le turnover qu'elle a, celle-là. Et donc voilà. Et donc ça mine également le chef d'entreprise qui a l'impression d'être mauvais. Moi, j'ai pas mal de dirigeants qui viennent chez moi et qui me disent, j'ai l'impression de ne pas être un bon manager. Hmm. Mais c'est affreux, quoi. On revient à l'estime de soi et la confiance On en revient à soi. l'estime de Ouais. soi et le fait de se dire, ben, je suis toujours quelqu'un de bien malgré ce qui se passe ici. Je passe des tempêtes et c'est logique, quoi, Hmm, parce que hmm. c'est ça. C'est pas un métier facile. Il y a encore trop de gens qui sont promotionnés managers parce que c'était le meilleur de la classe, parce que c'était le meilleur technicien et tout ça. Mais des fois, enfin, et c'est qu'ils recherchent une reconnaissance sociale. Ouais. Mais c'est pas Mhm. cette. Moi, un jour, j'ai bloqué une personne parce qu'en conseil d'administration, je leur ai dit, il sera pas heureux là-dedans. C'est pas un truc qu'il lui faut. Et le gars me disait, si, c'est ça qu'il me faut. Quand vous voyez tout ce que j'ai donné à cette société-là, oui, tu recherches une gratification sociale, un statut, etc. Mais tu ne seras pas heureux là-dedans. Et je leur ai dit au conseil d'administration, je dis, il faut travailler avec lui le fait que il ait un job qui le valorise, quoi. Ici, Hmm. il n'a pas l'impression, et ce ne sera pas le meilleur pour pouvoir coordonner toute l'équipe. Il Ouais. m'en a voulu, mais j'ai fait mon job parce que je me suis dit, c'est ni bon pour lui, ni bon pour l'organisation. Par contre, il doit trouver une autre voie. Et je lui ai dit, il y a une autre voie, mais tu ne la vois pas encore. Hmm, hmm. Et ce qui est aussi intéressant dans l'exemple que tu donnes, enfin, je passe à une autre dimension, mais c'est si cette personne, finalement, on lui avait donné un certain temps pour pouvoir peut-être monter en compétence en management, parce que enfin, l'hypothèse que je fais dans le scénario que tu donnes, c'était un très bon technicien, un très bon expert, mais c'est la dimension d'équipe qui allait le mettre peut-être en difficulté. Toi, tu dis carrément enfin, malheureux finalement, Oui, c'est enfin ça, en dans un déficit de mal-être, quoi, bien-être, oui. finalement. Oui. Mais si c'était véritablement sa vocation et que le conseil d'administration lui avait laissé le temps de monter en compétences, tu dirais que la formation pour devenir manager, elle doit être comment? Enfin, parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites à l'heure actuelle et on voit qu'il y a très peu de managers qui finalement, à l'heure actuelle, je crois que c'est 40% sur les chiffres en France, de 40% de managers qui sont formés au management, donc qui ont vraiment les outils pour pouvoir euh, fédérer leurs équipes, communiquer, comme tu le disais, donner du feedback, etc. Donc, pour toi, ce serait quoi un conseil pour pouvoir former au management? Ou de quoi serait composée la formation? Enfin, ça peut être en termes de contenu, mais c'est en termes de forme aussi, peut-être.
Pour moi, c'est d'apprentissage. de ce qui est nécessaire, ça doit coller avec la réalité du terrain. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Parce qu'il y a trop de formations où on leur apprend allez, des manières de fonctionner et tout ça. Oui, mais c'est quoi les cas que tu as? Et donc, moi, c'est ce que je fais les deux. Si tu veux, il y a une partie où je leur explique les schémas, comment ça se passe, c'est ça, comme les jeux psychologiques, par exemple, comme des techniques, etc. Et puis, je les ai toujours en individuel et on travaille, OK, c'est quoi ta problématique du moment? Comment est-ce que tu vas faire et tout ça pour qu'ils passent à l'action? Mhm. Qui passe à l'action et qu'on travaille les différentes couches, c'est-à-dire des couches de qu'est-ce que je fais avec mon collaborateur, mais qu'est-ce que je fais avec moi aussi. C'est ça. C'est Mhm. quoi le truc sur lequel, ça coince chez moi, quoi, et qu'il y a une croyance poum, qu'il Ouais. faudrait aller modifier, par exemple, ou une vision de moi-même, ou une vision de l'autre. J'avais comme ça un dirigeant, il avait un gros, gros cabinet de dentisterie, et j'ai travaillé avec lui la vision qu'il avait des assistantes. Eh ben, ça a complètement changé son truc. J'aurais pu lui apprendre des tas de techniques différentes, Mhm. mais tant que sa vision de l'assistante était telle qu'il était, ça n'aurait pas fonctionné. Mhm. Et par contre, ici, il y a eu un revirement et avec des choses hyper. Donc, je lui ai demandé à un moment donné, OK, j'aimerais bien qu'à un moment donné, tu trouves un jour dans la journée et c'est toi qui fais l'assistante pendant toute la journée. Et tu vas venir et tu vas me dire, on va débriefer de voir ce que tu as fait, comment tu as fait, etc., quoi. Et, euh, et il m'a dit, Karine, je l'ai fait. Et, et il m'a dit, en tous les cas, je sais une chose. Je ne vais pas du tout faire ce job-là. Et donc, j'ai fait de l'empathie, mais en le mettant vraiment à la place de l'autre pour voir, OK, mais c'est quoi les retours que tu as, quoi? Parce que là, il y a une vision et tout ça qui perturbe les choses, quoi, si tu veux. Ouais. Donc voilà, donc moi je dirais c'est coller au plus près du terrain Ah oui, et oui. de Donc le prendre côté des choses. pratique, Il y ouais. a Mhm. une base théorique, ok, et puis après c'est chacun vient avec ses cas et on Mhm. fait du co-développement également, Mhm. quoi. Ouais. Et moi je fais du co-développement et alors ils se donnent des conseils et puis après je reviens, ok, on a vu ceci, tada, et à mon avis il se passe peut-être ça dans le schéma, ça parce que moi j'ai toute une expérience derrière Mhm. avec des choses qui se sont déjà produites, etc. Et c'est souvent les mêmes schémas qui reviennent, etc. Et puis après, c'est un suivi du passage à l'action. OK, Mhm. t'as fait quoi? T'as osé quoi? Parce que c'est compliqué d'oser, hein? Ah D'oser faire oui. quelque chose qu'on n'a jamais. Parce que Ouais. sinon, si c'était facile, il l'aurait déjà fait lui-même. Mhm. Mais comme c'est difficile, il y a besoin d'accompagnement. Et ça, tu le sais aussi bien que moi, c'est que, allez, quand tu passes de consciemment incompétent vers consciemment compétent, c'est là que la motivation, elle te fait une chute vertigineuse. Et c'est là que le soutien est nécessaire, soit par un senior qui est déjà passé par là, Mhm. soit par un coach qui peut soutenir pendant cette période-là et de se dire, putain, quoi, j'y arriverai jamais. Ça me tord les boyaux et tout ça, rien que le fait de devoir aller lui parler, tout ça, parce que je ne me supporte plus, etc. OK, on va bosser ce truc-là, quoi. Mhm. Et de voir des trucs comme ça parce que ils suivent une formation et souvent c'est, allez, tu vas me donner 2 jours de formation en management. Oui, mais c'est tout un pan d'un métier. Ouais, c'est ça. Métier, c'est comme si tu lui disais, allez, je te donne 2 jours de finances et puis après tu vas me gérer toutes les finances de l'entreprise. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. On sous-estime, je trouve, et oui, on sous-estime comment on appelle ça? Le, le métier que c'est. Mhm. Mais je pense que d'ailleurs, certains considèrent que ce n'est pas un métier. Oui, c'est ça. Mhm. Mais c'est un métier, bien sûr. Pourquoi? Parce que comme on communique toute la journée, les gens disent, bah, c'est de la communication. Oui, mais comme on nous a appris à pas communiquer pour que ce soit pas fluide, mais qu'on puisse traverser les difficultés, les aléas au fur et à mesure, ben alors, c'est Mhm. compliqué. Ouais. Et donc, on n'arrive pas à le faire. Mhm. Et dans cette communication, donc on voit souvent en théorie l'émetteur, le récepteur, d'où on en arrive à un peu ce que tu disais en tout début de cet entretien, le côté binaire. Mais tu amènes aussi la dimension du triangle de Karpman avec la triangulation. Est-ce que tu peux juste, pour conclure et tout doucement aboutir sur l'interview, nous expliquer un petit peu
en quoi, justement, le triangle de Cartman, ce victime, bourreau, sauveur, enfin, la triangulation, a une importance et est essentielle dans la dimension de communication. Euh, Donc, pourquoi? Parce qu'on tourne en rond et je dirais que si tu veux, ce triangle-là, qu'est-ce qu'il amène? C'est que tout le monde est mal dans cette situation-là. Donc, il n'y en a pas un qui gagne réellement. Et de toute façon, c'est hyper limitant pour tout le monde parce qu'on ne va pas trouver une solution qui va être pérenne pour la suite. C'est Mhm. ça aussi, c'est que si moi je me mets toujours en position de victime, mais souvent, je vais avoir des gens qui vont soit venir me sauver, donc je vais rien apprendre, soit qui vont venir me persécuter, donc je vais me sentir humiliée, donc mon estime de moi va être percutée, quoi. Mhm. Si elle n'est déjà pas, parce que si on est victime, on n'a déjà pas une super estime de soi à la base. Si je suis persécuteur, eh ben, je vais être mal, parce que je vais me voir en étant quelqu'un, le dictateur. Et maintenant, dans le management, être perçu comme ça, ben, c'est alors que peut-être, voilà, et que la personne, elle est peut-être très cadrante, mais elle le fait maladroitement. Mhm. Et donc, pour moi, il y a beaucoup plus de managers maladroits qu'autre chose, que de managers malveillants, parce qu'ils sont mauvais, quoi. Ils Mhm. sont mauvais, ils veulent le mal des gens. Non, la plupart des gens ne veulent pas le mal des gens, mais ils ne savent pas comment faire autrement, parce qu'ils n'ont pas appris autrement. Et donc, pour moi, c'est ça, franchement, qui va être... Et le sauveur, lui, il va se sentir à chaque fois, mais... abusé, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai envie d'aider, etc., quoi, et puis on me le reproche par après, quoi. Alors que lui, il a envie d'apporter tout le temps des solutions. Et Ouais. que le manager, ben, il est souvent soit persécuteur, soit sauveur. Il est rarement victime, sauf peut-être avec son manager à lui. Mais Mhm. sinon, avec les deux autres, il ne va pas être comme ça. Ouais. Et donc, il va être vu comme le dictateur, ou alors il va venir comme celui qui va être le sauveur. Et alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va Alors, en avoir une termes de équipe. gestion du temps, j'imagine que... Pardon? J'allais dire, s'il est sauveur en termes de gestion du temps et d'organisation des tâches dans l'équipe, ça peut vite devenir difficile aussi pour le C'est ça, il va manager. tout avoir sur ses épaules et que finalement, il va avoir une équipe d'assistés autour de lui. Mm. Et que si tu ne veux pas avoir une équipe d'assistés, il va falloir que tu leur poses des questions, que tu leur, que tu leur poses des questions, que tu leur, Les allez, que tu les incites responsabilise à d'une trouver certaine par manière. eux-mêmes les solutions, Mm. etc., quoi. Mm. Et de voir, OK, c'est quoi les erreurs qui vont être possibles, qui vont être, et qui vont pas être possibles, mais qui vont devoir se mettre sur le chemin pour qu'ils puissent apprendre également. Mhm. En tout cas, merci, merci pour toute cette vision un peu grand angle du cycle de vie à la fois du collaborateur et de la manière dont finalement le dirigeant doit changer de paradigme, parce que tu nous as proposé vraiment des changements de paradigme à différents niveaux, à la fois au niveau du marketing, au niveau de la communication, ici au niveau de la triangulation des relations et de la formation. Donc merci pour ça. Et peut-être juste une dernière question, ce serait quoi ton meilleur conseil pour un manager aujourd'hui? Déconstruisez la manière dont vous communiquez Mhm. pour pouvoir reconstruire autre chose. Parce que ça va vous aider, mais partout. Je veux dire, moi, les feedbacks que j'ai, c'est ce qu'ils me disent, hein, c'est que ils me disent, Karine, mon monde a changé. Je vois plus les choses de la même manière, je ne vis plus les choses de la même manière. Et ça, franchement, ça m'émeut énormément quand je vois ça, ils me disent, Karine, je n'ai plus du tout les mêmes relations avec les gens, quoi. Et donc, il y a c'est pas de moi, hein, mais qui disent, change-toi, le monde changera, tu verras le monde changer. Et c'est ça, quoi. Mhm. Et c'est déconstruit. Déconstruit ça pour reconstruire autre chose. Et donc, apprends à écouter. Et apprends à écouter au lieu de vouloir avoir raison et de vouloir répondre. Et apprends à partir de toi Mhm. quand tu parles à quelqu'un, au lieu de partir de l'autre. Et donc, Ouais. c'est deux mouvements qui sont essentiels pour pouvoir voir le monde changer autour de soi. Et j'en ai certains qui ont été accompagnés et ils me disaient, bah, au boulot, j'ai pas grand-chose à dire. Mais à la maison, tu ne peux pas t'imaginer qu'ils faisaient. Donc voilà, Ouais. Comme ça tu va. disais, deux éléments pour pouvoir être confortable, pardon, dans l'inconfort. C'est bien ça, oui, tout à fait. Bah, merci Karine pour cet échange, merci pour ton temps. Et peut-être juste nous dire où on te retrouve.
Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, même si je suis pas du tout active. Je suis pas active sur les réseaux sociaux, moi. Donc voilà, j'ai par contre une chaîne YouTube où il y a plus de 200 vidéos, où là, alors, il y en a certaines qui tournent très très bien, qui aident pas mal de gens parce que j'ai toujours du feedback maintenant. Excellent. Et donc voilà, donc elle s'appelle Dirigeant Confiant, Mm. la chaîne YouTube. Et puis alors, et d'ici, oui, et puis sur LinkedIn, je dirais. Oui. Parce que Super. sur Instagram et sur Facebook, je suis pas vraiment active, etc. Donc voilà, ça va. Merci Karine. À bientôt. À bientôt, au revoir.